Nous pensons tous être libres. Personne ne dicte nos comportements. Nous savons toujours pourquoi nous agissons. Nous avons appris à penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Nous ne subissons jamais la contrainte. Nous avons toujours le choix. Pourtant, depuis plus d'un siècle d'observation et d'expérimentation, un champ de la psychologie nous dit le contraire. Cette science, la psychologie sociale expérimentale, est méconnue du grand public, alors que les résultats de ces recherches sont enseignés dans les plus grandes écoles et mis en application jusque dans les moindres événements de notre vie sociale. Sommes-nous manipulés? Dans nos pensées, dans nos jugements, dans nos attitudes et nos comportements. Des scientifiques nous observent. Ils ne s'intéressent pas à ce qui nous rend si singuliers. Ils déterminent ce qui fait de nous des êtres semblables. Dans leur laboratoire, ils expérimentent, ils modélisent, ils créent des lois, ils vérifient leurs hypothèses. Notre rapport aux autres, dans notre environnement social, est au cœur de leur questionnement. Leur recherche a commencé par l'analyse de nos performances. La psychologie sociale naît aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, dans un environnement social en pleine transformation. La révolution industrielle. Des millions d'individus quittent leur campagne et affluent vers de jeunes métropoles qui se déploient autour de nouveaux sites de production. Dans ces nouvelles usines, sous l'impulsion du taylorisme, les ingénieurs mettent en place l'organisation scientifique du travail. Les tâches sont minutieuses, monotones, répétitives. Le travail se spécialise. La performance est dans l'air du temps. La compétitivité grandit. L'enjeu de cette période est la gestion du capital humain et l'obsession d'accroître la productivité. La psychologie sociale n'existe pas encore. Pourtant, un ingénieur va faire une découverte fondamentale qui marquera le début de cette discipline. On considère que la première expérience de psychologie sociale expérimentale est l'œuvre de Norman Triplett, qui, en 1897, a réalisé une expérience qui était consacrée, elle, à la performance individuelle. « 40 sujets doivent effectuer une tâche simple le plus rapidement possible. Ils participent à 2 conditions expérimentales. Dans la première, ils sont seuls. Dans la seconde, ils sont 2 à effectuer en parallèle cette même action. » Ce qu'il a remarqué, c'est que les personnes allaient beaucoup plus vite lorsqu'elles étaient accompagnées d'une autre personne que lorsqu'elles étaient seules. Donc il y a une situation de compétition qui se crée et qui est très bénéfique à la performance pour des tâches très simples. On a constaté ensuite qu'il suffisait qu'une personne observe l'acteur en train de réaliser une tâche pour que celui-ci augmente aussi sa performance.
Et c'est intéressant du point de vue des organisations parce que lorsqu'une situation pareille apparaît dans la réalité du travail, l'observateur est rarement un observateur désintéressé. C'est souvent un chef, c'est souvent quelqu'un qui a un statut d'évaluateur, comme on dit. Et par conséquent, on imagine très bien qu'on a intérêt, dans un contexte pareil, à ce qu'un opérateur qui fait une tâche extrêmement simple soit, entre guillemets, surveillé par quelqu'un qui a un statut pour le faire. Les travaux qui ont suivi ceux de Triplett ne se sont pas contentés d'examiner les effets de présence sur des tâches rudimentaires. Les psychologues socio-expérimentalistes se sont intéressés aux tâches complexes et ça a permis de préciser la nature du phénomène. Ces travaux de psychologie sociale ont permis de dégager l'une des lois les plus robustes de la discipline. Lorsqu'un individu travaille en présence d'un autre, la performance va augmenter si la tâche réalisée est très simple ou très habituelle. En revanche, si la tâche est très inhabituelle ou très complexe, eh bien, la présence d'un autre est néfaste, délétère à la performance. Alors il faut évidemment relier ces situations sociales, ces contextes expérimentaux à des situations réelles du travail qui sont nées avec le taylorisme justement. On pense bien évidemment au travail à la chaîne, mais aussi plus récemment à l'aménagement de l'espace de travail en open space. Si la découverte de Norman Triplett trouve de nombreux terrains d'application dans l'organisation de notre travail, elle montre une chose surprenante. Sans que l'on le sache, l'autre nous influence dans nos actions les plus élémentaires. Cette découverte va à l'encontre de nos valeurs individualistes, qui voudraient nous laisser croire que c'est notre seule volonté qui nous permet de nous dépasser. La notion de performance individuelle, sans cesse mise en avant, tend alors à gommer l'autre. Mais à quelle fin ? Pour commencer à comprendre, il faut revenir ici, aux États-Unis, à la fin des années 20. Un ouragan s'abat sur le monde. C'est la crise économique de 1929. Le chômage prend le pays à la gorge, les gens sont jetés à la rue, l'État démissionne. Face à la menace communiste, l'entreprise qui se retrouve désormais au cœur du système social va devoir redonner seule confiance aux travailleurs. C'est une façon de recréer un climat social et de satisfaire les motivations individuelles et non plus seulement les motivations économiques. 1929, la crise, le krach boursier, les psychologues sociaux vont commencer à étudier les petits groupes, à se centrer sur l'étude des groupes. Le premier psychologue, Mayo, va diriger une enquête sur le terrain dans une compagnie d'électricité près de Chicago. Sa mission est de faire augmenter la productivité des ouvrières. Dans un premier temps, son équipe va donc jouer sur les facteurs extérieurs. Augmentation du chauffage, augmentation de la luminosité, temps de pause allongé. Résultat, la productivité des ouvrières augmente. Mais là où ça devient intéressant, c'est que lorsque Mayo diminue la lumière, diminue le chauffage, diminue les temps de pause, la productivité des ouvrières continue à augmenter. C'est la seule présence de l'équipe scientifique, parce qu'elle crée de la considération, qui suffit à augmenter la productivité des ouvrières. Le plus étonnant,
c'est que celles qui ne prenaient pas part à l'expérience deviennent, elles aussi, plus performantes. Mayo découvre qu'elles sont solidaires du groupe observé. Cette découverte est fondamentale. Contrairement à ce que l'on pensait, ce ne sont pas les seuls intérêts individuels qui créent de la motivation, mais un effet beaucoup plus fort, la considération du groupe. La recherche de Mayo bouleverse la psychologie du travail. L'entreprise va devoir apprendre à gérer non plus des individualités, mais les groupes d'individus qui la composent et qui possèdent leur propre identité. Ce sera en fait le début de ce qu'on appelle l'école des relations humaines, c'est-à-dire la prise en compte des motivations des salariés ou des ouvriers et de l'intérêt que l'on porte aux salariés ou aux ouvriers. Ce sera en fait la prise en compte de leur existence même. On est vraiment dans une critique du taylorisme. Ces études sur le petit groupe vont remettre en lumière la question principale de l'influence sociale qui avait émergé dès les débuts de la psychologie sociale. Il vous est certainement déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation où vous ne savez pas comment agir, comment vous comporter. Que faire? Eh bien, on regarde comment se comportent les autres. Seulement voilà, le problème c'est que les autres nous regardent aussi, cherchent à savoir comment on va se comporter. On se retrouve là dans ce qu'on appelle une situation d'ignorance collective. Chacun observe autrui pour savoir comment se comporter ou comment agir. C'est un psychologue social américain, Muzaffer Sherif, qui le premier, au début des années 30, va proposer une interprétation, une explication de ces phénomènes d'uniformisation dans des situations. Selon lui, c'est l'ambiguïté de la situation qui nous pousse à avoir des comportements identiques, qui entraînent des normes dans le groupe. Dans un atelier, on demande à un groupe d'ouvriers d'effectuer une tâche qu'ils ne maîtrisent pas. Chacun produit à son rythme plus ou moins de pièces par heure. Passé un temps, on remarque que les plus rapides baissent leur cadence, alors que les plus lents l'augmentent. Le groupe de travailleurs va naturellement moyenniser sa performance et déterminer un niveau de production acceptable par tous. C'est la création d'une norme. Le groupe s'harmonise. Personne ne s'aligne sur les meilleurs. La norme s'oppose ainsi à la performance. On comprend mieux pourquoi, dans les organisations, il est capital de créer des groupes homogènes en éliminant les moins performants. Ces derniers amènent naturellement les meilleurs à baisser leur productivité. Une quinzaine d'années plus tard, un autre chercheur américain, Solomon Asch, va s'intéresser à une autre forme d'influence sociale à laquelle nous sommes souvent confrontés, le conformisme. Sa question de départ est encore relativement simple. Que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à une majorité, à un groupe majoritaire, qui donne une réponse visiblement fausse? Va-t-on suivre l'avis de la majorité ou, au contraire, va-t-on conserver son libre arbitre? Pour cela, Asch va mettre en place une expérience dans laquelle la réponse est non ambiguë, est évidente. Un groupe d'étudiants est invité à participer à un prétendu test de vision. On leur demande de juger la longueur de lignes tracées sur un tableau par rapport à une ligne de référence. Laquelle est la plus longue, la plus courte, et lesquelles sont de même longueur. Tous les participants sont des complices de l'expérimentateur, sauf un, le sujet. Les complices donnent à chaque fois et à tour de rôle la même réponse fausse, avant de laisser le sujet répondre en dernier.
l'objet de cette expérience est d'observer comment cet étudiant va réagir aux réponses des autres. « 37 sujets sur 50, c'est-à-dire près des 3/4 des sujets naïfs, autrement dit les sujets qui intéressent l'expérimentateur, 37 sujets sur 50 se conforment au moins une fois. C'est-à-dire que 37 sujets cèdent à la pression majoritaire, alors même qu'ils remarquent, qu'ils notent que la réponse est fausse. Observons bien ce qui arrive quand nous nous confrontons à une norme qui semble partagée par la majorité. Le sujet de cette expérience est ici au centre. Tous les autres participants autour de lui sont des complices de l'expérimentateur. Voilà ce que l'on appelle un effet de conformisme. Cette psychologie de l'influence sociale est en réalité une psychologie de la majorité. Il s'agit de réduire les différences entre individus, d'augmenter la similitude entre ces mêmes individus et de rejeter toute forme de déviance sociale. C'est le règne du contrôle social. Aucun groupe ne peut exister s'il n'impose à tous ses membres certaines règles communes et des normes qu'ils doivent partager. C'est le principe de toute civilisation. Le processus de conformité est donc de la plus haute importance. Il assure la survie du groupe en réduisant les sources de conflit par l'élimination de toute forme de déviance. Nous avons tous vécu au moins une fois ce genre de situation. Près de nous, une personne semble se faire agresser. Avant tout, faute de certitude, nous observons la réaction des autres pour être sûrs de bien comprendre ce qui se passe. Et comme tous les autres font de même, nous ne voyons personne réagir. Nous pensons donc qu'il n'y a rien de grave. Le groupe adopte alors une norme de non-intervention. Nous craignons aussi de faire une fausse évaluation de la situation. Si nous intervenons alors que la situation n'est pas ce qu'elle semble être, nous risquons d'être évalués négativement par les autres. En d'autres termes, d'être considérés comme un déviant. Enfin, la responsabilité de l'intervention se trouve partagée entre tous les témoins de la scène. Plus le nombre de témoins est important, plus la part de responsabilité individuelle devient faible. Paradoxalement, la victime a plus de chances d'être secourue si une seule personne assiste à la scène que si elles sont nombreuses. La psychologie sociale appelle ce phénomène la dissolution de la responsabilité. Dans ce genre de situation, le plus important est de ne pas prendre le risque
d'être rejeté par son groupe d'appartenance. Le conformisme n'est pas toujours un avantage pour le groupe. Ein Volk sein, und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist, und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Si la pression sociale peut nous pousser à nous conformer, peut-elle nous contraindre à accomplir des actes moralement inhumains? C'est la question que se pose le professeur Stanley Milgram dans les années 60. The results, as I observe them in the laboratory, are disturbing. They raise the possibility that human nature cannot be counted on to insulate men from brutality and inhumane treatment at the direction of malevolent authority. Deux sujets sont convoqués. Ils sont venus aider la science à mettre en place un test sur la mémoire. L'un sera l'élève, l'autre le professeur. Installé dans une petite pièce, l'élève est attaché à une chaise. Il doit mémoriser en 1 minute une série d'associations de mots qu'il devra retrouver par la suite. En cas d'erreur, une électrode attachée à son bras lui enverra une punition. Un choc électrique. Plus il se trompera, plus violent sera le choc. Le professeur est installé dans une autre pièce. C'est à lui de lire les propositions d'association de mots et d'infliger la punition. Ce qui importe à Milgram, ce n'est pas la capacité de mémoire de l'élève, c'est la capacité d'obéissance du professeur. Va-t-il se soumettre aux ordres monstrueux de l'expérimentateur ou bien se démettre et désobéir? Go on, teacher. Here, 375 volts. Something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering for less voltage. Can't you check in to see if he's all right, please? Not once we've started. Please continue, teacher. En réalité, il n'y a pas de choc électrique. Les cris sont enregistrés, l'homme attaché est un acteur. À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens obéissent aux ordres et administrent des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontre ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. En 1960, le psychologue social Pierre Moscovici écrit « Dans notre soumission, il nous arrivera aussi d'oublier et notre révolte et notre raison de nous révolter. De même que les gestes faits pour endosser le comportement forcé nous convaincront de son bien fondé. Et nous nous créerons un monde confortable, peut-être parce que nous en limiterons les remous, mais un monde de résignation, d'aspiration étouffée et de révolte brisée, par nous-mêmes, en douceur. » Pour produire les changements, les bouleversements, l'influence minoritaire survient à un point nommé. Serge Moscovici va proposer un modèle dans lequel l'influence joue un rôle positif. Selon lui, la minorité peut avoir un effet positif de redéfinition des normes et non plus simplement d'exclusion des déviants. Serge Moscovici
imagine une expérience analogue à celle de Solomon Asch sur le conformisme. Un groupe de 6 personnes est convoqué pour participer à un test de vision. On leur demande d'évaluer à tour de rôle la couleur de plusieurs diapositives de différentes nuances de bleu. Les 2 premiers participants sont des complices de l'expérimentateur. Et ils vont donner à voix haute toujours la même réponse fausse, la couleur verte, avant de laisser les 4 autres participants naïfs répondre à leur tour. Dans presque 10% des cas, les sujets naïfs vont donner la même réponse fausse. Mais contrairement à la pression majoritaire, les sujets naïfs sont convaincus de donner une bonne réponse. Leur perception visuelle va être influencée sur le long terme. Moscovici va montrer qu'une minorité peut donc avoir une influence durable, c'est ce qui est nouveau, à condition qu'elle ait un certain style de comportement, c'est-à-dire que si elle donne toujours la même opinion, notamment, une minorité peut avoir un poids, peut réussir à influencer une majorité. Et c'est là où on a un renversement total de situation, en tout cas de conception. L'innovation n'est plus conçue comme le rejet du déviant ou comme le rejet de la non-conformité, mais l'innovation est conçue comme un processus fondamental au cœur du fonctionnement social. All power to the people! None of these T-card buildings demand that Huey P. Newton be set free! I have a dream that one day, down in Alabama, Nos groupes sociaux ne cessent d'évoluer. Mais ces changements sont longs et complexes, car ils demandent que l'on remette en cause notre vision du monde et que l'on abandonne certaines normes et valeurs qui nous structuraient. La force d'un groupe tient donc aussi dans son pouvoir de discrimination. Pour cela, nous possédons tous une arme redoutable que nous activons automatiquement dès le plus jeune âge, le stéréotype. Comment cela se fait-il qu'on a autant de mal à échapper aux stéréotypes? Pourquoi ils ont une si forte influence sur nos propres comportements? C'est une raison qui est liée au fait qu'on va attribuer aux individus stéréotypés une essence, c'est-à-dire une nature qui va les rendre très ressemblants entre eux. Et les rendant ressemblants, leur attribuant cette essence commune, on va être mieux à même de les représenter, on va être mieux à même de les cerner, et donc on sera mieux à même de les juger. Les stéréotypes, en principe, effectivement, sont plutôt positifs pour son propre groupe et négatifs pour les autres groupes. Dans une situation où on fait partie d'un groupe dominant. Maintenant, les travaux qui ont porté cette fois-ci sur les groupes dominés. Donc là, je fais référence à des travaux anciens, comme Clark et Clark en 1947, mais pas que cela, même des travaux plus récents, montrent que les groupes dominés, notamment les travaux qui ont été faits auprès des personnes, enfin en tout cas des groupes, des communautés noires américaines, eh bien montrent que les stéréotypes sont négatifs pour son propre groupe et positifs pour le groupe dominant. Dans les années 40, Kenneth et Mamie Clark furent à l'origine d'une expérimentation permettant de mettre en évidence l'existence d'un conformisme légèrement malsain chez les groupes dominés. Les auteurs réalisèrent leur expérimentation avec des enfants noirs de 3 à 7 ans qui devaient répondre à des questions visant à mesurer leurs préférences pour des poupées qu'on leur présentait. Which doll is the black doll?
And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Depuis un demi-siècle environ, des centaines de recherches en psychologie sociale ont essayé de trouver les meilleures façons de lutter contre les préjugés, contre les stéréotypes. Et s'il y a une date peut-être particulièrement marquante, c'est 1954. Il y a à la fois le Congrès américain à ce moment-là qui vote la déségrégation, la ségrégation raciale devient illégale, et des psychologues sociaux sont impliqués dans ce processus. Ils ont témoigné devant le Congrès, ce sont Kenneth et Mamie Clark qui viennent de réaliser une recherche en 1947 qui a mis en évidence que des petits enfants noirs préfèrent la couleur blanche, préfèrent des poupées blanches, les trouvent plus belles, ont davantage envie de jouer avec elles. Donc ils renoncent à cette part si importante de ce qu'ils sont, de leur identité. Ça montre à quel point la discrimination a des conséquences graves. Par ailleurs, cette déségrégation va impliquer que des groupes qui n'étaient pas en contact jusque-là vont le devenir. Par exemple, des étudiants noirs vont avoir accès à des universités dans le sud des États-Unis. Donc ça va donner lieu à des émeutes. On s'interroge sur les conditions dans lesquelles il faut réaliser cette mise en contact. Et Gordon Allport, notamment, va rédiger un livre célèbre à cette époque, La nature du préjugé, étudiant donc cette façon, faisant des suggestions sur la façon de mettre les gens en contact. Et bien effectivement, le contact, ça peut être efficace, sous certaines conditions. Parmi les conditions importantes, il y a que ce contact se fasse autour d'une coopération, que les membres du groupe soient amenés à coopérer, faire en sorte que leurs intérêts aillent dans le même sens, qu'ils doivent travailler ensemble, et de préférence que ce travail débouche sur un succès. Que la situation aussi leur permette de pouvoir prendre le point de vue de l'autre, et qu'elle soit telle qu'il n'y ait pas d'anxiété dans le contact. Dans des situations de ce genre, effectivement, on peut avoir une espèce de réconciliation entre membres de groupes antagonistes qui ne s'estimaient pas. D'autre part, évidemment, il y a d'autres pistes. On ne peut pas toujours mettre les gens en contact pour les amener à se rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre ? D'abord, au niveau global de la société, la première chose est sans doute de travailler à davantage de justice sociale, parce que les stéréotypes se développent et sont souvent utilisés de façon très spontanée pour justifier les inégalités sociales. La recherche a aussi mis en évidence un aspect très important dans l'impact des stéréotypes. C'est qu'il ne suffit pas, pour limiter leur impact, qu'on soit convaincu qu'ils sont faux, ou qu'on ne peut pas les utiliser. Parce que beaucoup de leur influence est tout à fait inconsciente. Même des gens qui ont l'intention d'éviter tout racisme, tout sexisme, toute discrimination, risquent d'être contaminés à leur insu par les stéréotypes ambiants dans la société où ils vivent, qu'ils ont en tête, et qui, à leur insu, peut colorer leur perception de l'autre.
Nous opérons des virages en permanence. Et pourtant, jamais nous ne quittons la route. Le flot régulier de nos certitudes alimente et renforce nos systèmes de défense. Nos pensées évoluent. Elles précèdent nos comportements. Nous savons ce qui est bon pour nous. Tout le monde ne cesse de nous le répéter. Nous savons ce qu'il faut. Nous en sommes persuadés. C'est peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale que les psychologues sociaux se sont intéressés à la question de savoir comment amener les gens à changer d'attitude, de croyance, d'opinion. Ils ouvraient là un vaste champ de recherche, toujours d'actualité. Pourquoi ? Parce que quand on amène les gens à changer d'attitude, eh bien, on espère qu'ils vont modifier leur comportement ou en adopter de nouveaux. Ce domaine d'étude de la persuasion, c'est ainsi qu'en psychologie sociale, on appelle le champ des travaux consacrés au changement d'attitude, a été réalisé, on va dire, en gros, dans 2 directions principales. Dans la première direction, les travaux ont consisté à identifier les conditions du changement d'attitude. Autrement dit, les conditions permettant à un message d'être persuasif. Alors que les messages concernent la géopolitique, la publicité ou la prévention. Eh bien, on s'est très vite rendu compte que les récepteurs des messages, c'est-à-dire vous, moi, sont loin d'être passifs pendant la réception des messages. En effet, qu'a-t-il été montré ? Eh bien, d'une part, que plus le nombre de pensées positives développées pendant la réception du message est élevé, plus fort est l'impact du message persuasif. Ça va ? Oui, ça va. Clara ? Clara ? Maman ? Clara ? Respectons toujours les limitations de vitesse. La deuxième direction des recherches a concerné ce qu'on appelle la résistance à la persuasion. La question qui se pose est la suivante: comment amener les gens à se défendre contre un message attaquant leur attitude? Autrement dit, comment les amener à ne pas se laisser persuader par un message. Par analogie avec le principe du vaccin, qui consiste à immuniser un organisme en l'amenant à se défendre contre un virus en lui injectant des doses faibles de ce virus. Eh bien, on en est venu à l'idée selon laquelle la meilleure façon d'amener les gens à défendre leur attitude contre un message persuasif est de leur inoculer des messages allant à l'encontre de leur attitude, mais en les réfutant immédiatement. Boire trop, des sensations trop extrêmes. L'excès d'alcool entraîne coma éthylique, violence, accident et abus sexuels. Aussi passionnant que soit le domaine d'études sur la persuasion, une question reste posée. Le changement d'attitude est-il une condition nécessaire et suffisante pour entraîner un changement de comportement? Par exemple, est-il suffisant d'amener les automobilistes, par le biais de messages persuasifs, à changer leur attitude à l'égard de la vitesse pour les voir respecter les limitations de vitesse? Certes non. On sait bien que ce n'est pas parce que les gens changent d'attitude qu'ils adoptent toujours un comportement consistant avec leur attitude. C'est pourquoi certains chercheurs pensent que pour amener les gens à changer de comportement, il vaut mieux leur faire adopter un nouveau comportement.
La théorie de l'engagement apporte des éléments de réponse très concrets à une question centrale en matière d'application. Comment amener les gens à modifier leur comportement et plus précisément, comment amener les gens à faire ce qu'ils doivent faire, évidemment au nom de l'intérêt général, comme par exemple utiliser des préservatifs ou ne pas conduire après avoir bu. Pourtant, malgré ses potentialités, la théorie de l'engagement est encore peu connue, peut-être parce qu'elle rompt avec une conception du changement largement dominante, selon laquelle il suffirait de modifier les idées pour modifier les comportements. Je prendrai un seul exemple, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit, à ma connaissance, de la plus longue action de prévention jamais réalisée. Elle a été conduite en milieu scolaire pour lutter contre le tabagisme. Elle commence à l'âge de 7 ans et va se terminer à l'âge de 17 ans, 10 ans plus tard donc, et au total, entre 7 et 17 ans, les élèves vont bénéficier de 65 séances de prévention, je dis bien 65 séances, au cours desquelles on les informe des dangers du tabac et au cours desquelles on s'efforce de les convaincre de ne pas fumer. À 17 ans, on compare la consommation de 4000 élèves qui ont bénéficié de cette action à celle de 4000 élèves du même âge, mais qui n'en ont pas bénéficié. Il n'y a strictement aucune différence. Et pourtant, à 17 ans, il va sans dire que les élèves qui ont bénéficié de cette action sont parfaitement informés et convaincus des méfaits du tabac. Conclusion, il ne suffit pas de modifier les idées pour modifier les comportements. Le recours à l'information et à l'argumentation n'est pas suffisant. Les travaux réalisés dans le cadre de la théorie de l'engagement montrent tout l'intérêt qu'il y a à tabler, non pas sur les idées, mais sur les actes, et notamment sur des actes qui peuvent paraître anodins tant ils sont banals et faciles à obtenir. Il reste que ces actes, que les chercheurs appellent des actes préparatoires, permettent d'augmenter, et parfois de façon très marquée, la probabilité d'obtenir les comportements attendus, même si, et là est sans doute le plus étonnant, ces comportements ne font pas l'objet d'une demande à proprement parler. J'évoquerai une expérience que nous avons réalisée assez récemment dans la rue. Au coin de la rue, quelqu'un perd un billet de banque. Il s'agit en fait d'un expérimentateur, mais personne ne peut le savoir. 20% seulement des promeneurs témoins de la scène l'avertissent. Tous les autres le laissent s'éloigner avant de s'approprier l'argent. 20%, c'est peu. Mais il suffit d'un acte préparatoire pour voir cette probabilité augmenter. Cette fois, les promeneurs sont d'abord sollicités par un touriste qui demande son chemin. En fait, un complice de l'expérimentateur. Tous lui indiquent son chemin, réalisant ainsi sans le savoir l'acte préparatoire qui va tout changer. Cette fois, ce n'est plus 20%, mais 40% qui l'avertissent. Et cette probabilité passe à 70% lorsque le service demandé par le complice consiste à se faire accompagner sur une trentaine de mètres, et donc lorsque l'acte préparatoire est un peu plus coûteux. Il faut savoir que pour être efficace, ces actes préparatoires doivent être obtenus dans un certain contexte que les recherches ont permis de préciser. Il s'agit d'un contexte particulier, dit d'engagement, permettant à la personne de se reconnaître dans ce qu'elle a fait. Dans l'expérience du billet, si on demande aux personnes qui ont rendu l'argent pourquoi elles l'ont fait, elles répondent toutes sans exception, parce que je suis comme ça, parce que je suis quelqu'un d'honnête. C'est dire à quel point elles se reconnaissent dans ce qu'elles ont fait. Elles en appellent à ce qu'elles sont, leur personnalité, leurs valeurs, alors que ce qu'elles ont fait, rendre le billet, dépend d'un acte préparatoire, au demeurant qu'elles ont fortuitement réalisé. C'est d'ailleurs pour permettre aux personnes de se reconnaître dans ce qu'elles ont fait que les actes préparatoires doivent être obtenus dans un contexte de liberté et non pas de pression, en évitant notamment de recourir à des récompenses ou à des punitions. Et la meilleure façon de créer ce contexte de liberté est encore de dire aux gens qu'ils sont libres de faire ce qu'on attend d'eux. Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout,
qui modèle nos esprits, forge nos goûts, nous souffle nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Voici ce qu'écrivait Edward Bernays en 1928 dans un ouvrage intitulé « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie ». En s'inspirant des recherches de l'époque sur la psychologie des foules et en y mêlant les récentes découvertes sur la psychanalyse de Freud, il propose des techniques pour manipuler l'opinion publique. Il les offre au marché avec l'assurance d'y trouver l'outil rêvé pour influencer et assouvir les masses. Ces grands principes de manipulation mentale serviront autant à l'industrie du tabac pour faire fumer les femmes qu'à Joseph Goebbels et Adolf Hitler pour élaborer leur destructive campagne contre les Juifs d'Allemagne. Dans ce nouveau modèle, la publicité et le marketing deviennent les armes du pouvoir. La nouvelle idéologie dominante place l'individu seul au cœur du système social. Avec cette illusion d'être enfin libéré du groupe, l'individu peut réaliser à travers ses actes consuméristes son absolu de liberté et de différence. La force d'un tel système repose sur une nouvelle norme. Celui qui ne consomme pas est considéré comme un déviant. Toute une civilisation fondée initialement sur la puissance de la morale bascule vers une nouvelle ère. C'est le règne du marketing. Nous pensons tous être libres, mais la psychologie sociale nous dit le contraire. Si les connaissances qu'elle produit nous permettent de mieux comprendre ce qui nous influence, dans nos comportements, dans nos performances, dans nos jugements, dans nos émotions, dans un contexte social donné, si ces connaissances nous permettent de comprendre certains faits historiques et sociaux, et en particulier l'embrigadement des masses dans certains régimes totalitaires, si ces connaissances peuvent être utilisées comme pour toute discipline scientifique, pour servir des causes qui sont moralement acceptables, autant que pour d'autres qui ne le sont pas, alors, comment se fait-il que cette science soit aussi méconnue du grand public? Comment se fait-il que les résultats de ces recherches ne soient pas enseignés à l'école dès le plus jeune âge? Peut-être ne sommes-nous pas prêts à accepter l'image que la psychologie sociale nous renvoie de nous-mêmes. Une chose est sûre, un des grands outils des manipulateurs est l'illusion de liberté des personnes. Nous pensons tous que nous ne sommes pas manipulables, et c'est le socle sur lequel toutes les manipulations se basent.